Nous recevons Philippe Aghion. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur d'économie au Collège de France, titulaire de la chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. On va commencer peut-être par cette question. Pourquoi a-t-on besoin d'une théorie de la croissance? La croissance, c'est un mot qu'on entend tout le temps, avec parfois d'ailleurs des approximations qu'on comprend moins. La croissance est en baisse, la croissance est en hausse. Si ça croît, ça ne peut pas être en baisse. Et pourtant, c'était la question qui était au cœur de votre leçon inaugurale en 2015. Oui. Depuis, vous la développez. Rappelons que les cours au Collège de France sont gratuits, accessibles à tous. Cet entretien s'inscrit dans ce partenariat TV5 Monde Collège de France. Alors pourquoi c'est une donnée importante, la croissance ? Écoutez, la croissance, c'est le progrès, si vous voulez. La croissance, c'est surtout la croissance de notre, disons, de notre niveau de vie, de notre qualité de vie. Moi, souvent, quand il y a des gens qui disent qu'il faut de la décroissance, je dis, écoutez, voilà, je vous donne le choix d'aller chez un dentiste aujourd'hui et d'aller chez le dentiste dans les années 50. L'expérience n'est pas du tout la même, quoi. Vous allez moins souffrir, ça va être beaucoup mieux. Et c'est ça la croissance, c'est tout ce qui fait que votre vie est plus agréable. Je vous enlève vos iPads, vos iPods, vos téléphones portables. Il y a des maladies qu'on soigne beaucoup mieux. Voilà, je vous mets dans les conditions, on est dans les années 50. Ce ne sont pas que des chiffres, alors, la croissance. Non, c'est une réalité, c'est une façon de vivre. Je veux dire, dites-vous que le Français le plus pauvre est mieux soigné que le roi Louis XIV, beaucoup mieux, quoi. Il a une voilà, c'est ça qui est la croissance. La croissance, c'est tout ce qui, c'est le progrès, c'est tout ce qui fait que, eh bien, notre qualité de vie s'améliore. Alors ça, c'était la croissance version Philippe Aghion, mais on sait qu'il y a beaucoup de théories. Par exemple, vous, avec Peter Witt, vous avez développé la théorie schumpeterienne de la croissance économique. Pour les nuls, c'est quoi ? Non, mais l'idée, c'est de dire, en gros, voilà, l'innovation de long terme, la croissance de long terme, c'est l'innovation qui la soutient. Donc voilà, donc on peut faire de la croissance en accumulant du capital, comme on dit. Mais ça, on sait que ça a des limites. À un moment donné, ça c'est Robert Solow, qui a eu le prix Nobel en 87, qui montre que l'accumulation de capital, à un moment donné, c'est une force qui s'essouffle. Et que la croissance de long terme, c'est vraiment l'innovation. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que l'innovation, eh bien, pour l'innovation, il y a eu le décollage industriel et l'innovation parce qu'il y a eu des conditions qui ont été réunies. D'abord, la circulation du savoir, être capable de construire la codification du savoir, construire sur le savoir des autres, ça c'est très important. Et puis deuxièmement, les droits de propriété, c'est-à-dire que c'est important que je puisse breveter mes innovations. Si je me fais exproprier, j'ai plus envie d'innover. Et donc ça, c'est des éléments qui sont... Donc il faut qu'il y ait à la fois de la diffusion des savoirs, une certaine protection des droits de propriété pour qu'il y ait innovation. Sinon, il n'y a pas innovation. Et la dernière idée, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles technologies remplacent les anciennes. Et donc c'est un conflit entre l'ancien et le nouveau. Et typiquement, les innovateurs d'hier deviennent des intérêts acquis d'aujourd'hui qui veulent empêcher les nouveaux innovateurs. Donc il faut réguler le capitalisme. C'est-à-dire qu'il faut à la fois donner des incitations pour innover, mais en même temps faire en sorte que ceux qui ont innové et qui ont des rentes de l'innovation ne les utilisent pas pour bloquer la mobilité sociale et les nouvelles innovations. Et là, pour ça, il faut ce qu'on appelle réguler le capitalisme. Je crois beaucoup dans la nécessaire régulation du capitalisme. Et vous êtes plutôt Marx ou Keynes, alors? Je ne sais pas si je suis Marx. En tout cas, il y a beaucoup de choses chez Marx que je reprends. Je crois beaucoup dans son explication du passage du féodalisme au capitalisme. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'idées justes. Il y a beaucoup d'idées intéressantes dans Marx, et je pense qu'il y a aussi des choses intéressantes chez Keynes. Donc je crois qu'on puise. Ils sont devenus maintenant, ils font partie du corps commun. Je crois que maintenant, en fait, sans le savoir, il y a des idées de Marx et de Keynes que tout le monde, qui font partie du pot commun. Alors nous sommes le 29 octobre 2019 et il y a tout juste 90 ans, le 29 octobre 1929, 29, Wall Street subissait un choc boursier terrible, historique. Aujourd'hui, sommes-nous à l'abri d'une nouvelle crise d'une telle ampleur ? On ne peut jamais dire il n'y aura jamais de crise, mais je pense, si vous voulez, qu'on est mieux armé que nous l'étions à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des réglementations. D'abord, il y a la Banque des règlements internationaux, il y a Bâle 2, Bâle 3. Donc, il y a... Maintenant, on dit aux banques, il faut qu'elles aient une partie qui est, disons, dans leur balance, il est entre ce qu'elles prêtent aux entreprises et le capital en actions qu'elles ont, il faut qu'il y ait un ratio, qu'il y ait un panier de sécurité. Donc il y a ce qu'on appelle des réglementations bancaires. Donc il y a ce qu'on appelle la réglementation macro-prudentielle. C'était une chose dont on ne parlait pas avant. Donc il y a eu quand même, et il y a
ce qu'on appelle les stress tests, Ouais. donc sur les banques. Donc, si vous voulez, il y a des choses qu'on a fait maintenant qu'on ne faisait pas à l'époque. Ouais, mais en 2008, Philippe Agnew, il a fallu l'intervention des États pour sauver certaines grandes banques. Il a fallu, voilà, absolument, il a fallu l'intervention des États, mais 2008, ça a été une crise certaine, importante, avec des effets importants, mais ça n'a pas été aussi dramatique que la crise de 29. Déjà là, nous étions mieux armés que la crise de 29. Et je pense qu'après 2008, on a mis en place pas suffisamment des garde-fous supplémentaires. Maintenant, on ne prévient jamais complètement la possibilité de nouvelles crises, mais je pense qu'on met petit à petit en place des mécanismes qui réduisent les effets néfastes de telles crises. Alors, crise qui guette ça, l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que sur tous les continents quasiment, il y a des mouvements populaires pacifiques qui se soulèvent, notamment contre les inégalités. Chili, Irak, Liban, Haïti contre la corruption. Les Gilets jaunes aussi en France, on va en parler. Commençons d'abord par ce qui se passe à travers tous ces pays. Est-ce qu'on assiste à une lutte globale, à une crise sociale d'ampleur planétaire? En tout cas, il y a beaucoup de pays qui maintenant, où on dit, voilà, on veut moins d'inégalités. On voit la carte, tous ces mouvements. On aurait pu Alors, citer tout n'est pas l'Algérie. pareil à tout. Les crises ne sont pas les mêmes partout. Mais par exemple, le Chili, c'est évident qu'il y a eu démocratisation, mais il y a trop d'acquis de Pinochet qui sont demeurés intacts, quoi. Je veux dire, par exemple, l'éducation est entièrement privatisée, la santé, les gens doivent s'endetter pour des choses où chez nous, on a des allocations, on a des filets de sécurité. Eux, ils doivent s'endetter au Chili pour ça. C'est pas acceptable. Je veux dire, ils doivent mettre en place au Chili des filets de sécurité comme il y a chez nous, quoi. Je sais pas, une flexi-sécurité, une santé gratuite, une éducation de qualité gratuite. Ils n'ont pas ça au Chili. Et c'était hallucinant de faire le couvre-feu. Je veux dire, c'était scandaleux, ce couvre-feu de ce président milliardaire qui fait un couvre-feu, on tire sur les pauvres. Est-ce qu'on assiste, selon vous, à la fin d'un cycle libéral ou néolibéral? Je crois que petit à petit, moi, vous savez, je crois beaucoup dans le modèle scandinave. Je crois beaucoup qu'on peut réconcilier croissance par l'innovation, protection sociale et mobilité sociale. Voilà. Et l'exemple des pays scandinaves montre que c'est possible. Voilà. Pour ça, il faut des syndicats forts, ce qui n'est pas le cas dans Alors, il beaucoup faut de des pays du syndicats monde. représentatifs, c'est très important pour garantir que, que le produit est partagé de manière juste. C'est vrai, je crois que d'avoir des syndicats responsables et forts, c'est très important. Il faut mettre en place un marché du travail où à la fois il y a flexibilité, parce qu'on sait que l'innovation, ça veut dire qu'on est amené à expérimenter, donc on doit embaucher, des fois se séparer, mais qu'en cas de séparation, il y ait d'abord des allocations chômage généreuses et un système efficace de formation professionnelle que nous n'avions pas, que nous essayons de mettre en place en France, qui est une vraie, et qu'il y ait un peu ce qu'on appelle le contrat d'évolution du rapport Attali. Dans le rapport Attali, là, que j'ai la chance de participer, il y avait l'idée de contrat d'évolution, c'est-à-dire que l'individu est toujours en contrat, ou avec son entreprise, ou avec l'État, pour le former, mais que c'est un parcours qui est un parcours stimulant et formateur, et pas un parcours qui précarise. Voilà. Moi, je crois beaucoup qu'il faut aller vers un mode comme ça. Donc d'abord, un socle éducatif solide, parce que vous ne faites pas de bonne formation professionnelle sans un socle éducatif solide. Donc éducation santé gratuite, solide, et puis un bon système de flexi-sécurité. Ça, je crois que c'est fondamental si on veut pouvoir réconcilier croissance par l'innovation, protection sociale et mobilité sociale. Vous avez conseillé Emmanuel Macron, pas seulement vous, mais lors de la campagne présidentielle qu'il a vu accéder à l'Élysée, vous lui avez vendu le modèle scandinave? Parce que en bien France, sûr, absolument. Quand on voit le mouvement des Gilets jaunes, on se dit que les syndicats ne sont plus là, quasiment, c'est la rue face au pouvoir. D'ailleurs, cet après-midi, vous donniez un cours sur les contre-pouvoirs. En fait, Chili, Haïti, Liban, Algérie, le contre-pouvoir, c'est le peuple. Écoutez, je ne sais pas ce que je vais réussir à vendre ou pas, mais enfin, je sais qu'on a beaucoup parlé. On sait, de toute façon, au moment de la commission Attali, donc Emmanuel était rapporteur du rapport Attali. Donc on se parlait tout le temps, et je crois qu'il sait très bien ce qu'est le modèle scandinave. Maintenant, ça veut dire qu'on te copie tout. D'ailleurs, les Scandinaves peuvent faire des erreurs eux-mêmes, mais je pense à un modèle. D'ailleurs, les retraites, il veut en fait répliquer le système suédois de retraite. Donc je crois que le modèle scandinave est un modèle. Mais vous l'invitez pour ça à mettre la main au portefeuille pour la réforme des retraites. Absolument, je pense qu'il faut réformer. Absolument, je pense que cette réforme, d'abord, il y a des gens qui ne doivent pas perdre. Par exemple, j'étais à une émission je ne veux pas faire de publicité pour un concurrent, mais j'étais à une émission de télévision sur les retraites. Il y avait une femme qui, agrégée d'anglais, gagne 1 800 € par mois. Et elle a une carrière ascendante. Alors le problème, c'est que la réforme telle qu'elle est faite maintenant ne tient pas compte bien des retraites ascendantes. Parce que maintenant, les fonctionnaires, c'est sur ses meilleures années qu'on va compter sa retraite. Si on passait au nouveau système quel qu'il est, elle perdrait.
Voyez. Donc moi je dis, il faut mettre les plus de points sur la période récente. Ça ne peut pas être acceptable que cette femme perde 1 centime à cette réforme. Voilà. Elle ne devrait pas perdre 1 centime. C'est-à-dire des gens comme ça ne devraient pas perdre. Voilà. Donc moi je pense que l'idée du système à points est un bon système. Le système de dépasser la multiplicité, les 42 systèmes de retraite, quand on est dans un pays où on change de métier souvent, c'est plus efficace. Donc il faut aller vers un système à points, mais il faut le faire de manière que on ne laisse pas les gens qui ont souscrit, qui ont travaillé dur pour des salaires souvent modestes, parce qu'ils s'attendaient à des retraites, il faut leur garantir les retraites auxquelles ils s'attendaient. Alors, je vais vous maintenant, pour finir, Philippe Aghion, d'être non pas critique littéraire, mais critique économique. Nous avons récemment reçu 2 grandes voix de l'économie mondiale. Thomas Piketty, d'abord, pour qui les inégalités, quoi qu'on dise, sont en fait éminemment politiques et idéologiques. Êtes-vous d'accord avec lui ? Moi, je suis assez marxiste, vous savez. Je crois beaucoup dans les forces économiques au départ. Je pense que l'idéologie est là pour justifier des rapports de force économiques. Et je pense qu'on n'est pas passé du féodalisme, disons, au capitalisme par un coup de baguette magique. Il y a eu une révolution, et une révolution qui a dit la bourgeoisie a pris le pouvoir, si vous voulez. Donc moi, je crois quand même, je suis en cela très marxiste, je crois beaucoup que l'idéologie est là pour conforter des rapports de force économiques. Donc ça, là-dessus, je pense vraiment. Donc maintenant, j'ai une autre... donc voilà un petit peu mon point de vue sur les... donc je pense que l'idéologie est importante pour justifier que les classes dominantes, effectivement, justifient et essayent disons, de la pérennité du système d'inégalité qui existe, mais je pense que ce système s'établit par rapport de force. Ouais. Voilà. Alors, les énergies fossiles, maintenant, justement, voilà, Jérémy Rifkin, l'économiste américain, c'est le dernier. Il annonce pour 2028 la fin de la civilisation fossile. Nous, ce qu'on aimerait savoir, puisque vous parlez d'innovation depuis le début de cette entrevue, quel impact pour l'économie mondiale? Est-ce que ce n'est pas un mirage aussi, l'innovation technologique et les nouvelles technologies? Écoutez, en tout cas, je pense que l'innovation, c'est l'espoir qu'on peut avoir de la croissance et réconcilier la croissance et l'environnement. Parce que si on était dans un monde sans innovation, la seule façon de préserver l'environnement, ça serait de ne plus avoir de croissance du tout. Mais nous avons cette chance que nous avons l'innovation. On peut diriger l'innovation. Ce qu'il y a, c'est que l'innovation ne se dirige pas spontanément vers le vert. Vous voyez, les entreprises, moi j'ai fait des travaux là-dessus, les entreprises qui ont innové dans les moteurs à combustion dans le passé tendent à continuer d'innover dans les moteurs à combustion. Donc il faut utiliser la taxe carbone, donc il faut la rendre acceptable socialement, ou des subventions à l'innovation verte, pour diriger le changement technique vers le vert. Mais je pense que si on est capable de faire ça, eh bien on peut réconcilier croissance et préservation de l'environnement. Seulement, il faut rendre la taxe carbone socialement acceptable. Et c'est ça qu'on a manqué avec les Gilets jaunes. Merci beaucoup, Philippe Aghion. Merci beaucoup, parce que vous voulez notamment taxer les vols et les avions. Merci. Je pense qu'il faut faire ça de manière juste. Merci à vous. Au revoir.